Bien, bonjour à toutes. Je prends la parole maintenant. J'avais prévu en théorie de la prendre à la fin, mais honneur à Rima qui va arriver d'ici peu, puisqu'elle était à un rassemblement à République qui a été décidé ce soir, j'en parlerai tout à l'heure, par rapport au génocide en cours qui se poursuit à Rafah. Je voulais d'abord remercier tous les militants qui ont préparé, tous les militants de la circonscription, première circonscription de Seine-Saint-Denis, qui ont préparé cette caravane populaire, cette réunion publique. Vous remarquerez qu'on a été un peu osé en plein air, mais bon, on a un peu la chance avec nous au niveau de la météo. Donc merci à vous d'avoir préparé, collé, distribué des tracts. Merci à tous ceux qui sont également ici pour avoir l'œil sur tout ce qui pourrait se passer. Je les remercie vivement. Merci aussi aux associations qui non pas vous offrent, mais vous font vous permettre de manger à des prix, vu la qualité des produits, plus que ridicule. Donc merci à Perles et Pollen, Beignets Solidaires et Partage du Pain, on peut les applaudir, qui sont des associations de Saint-Ouen de la circonscription, et je vous propose qu'à la fin du meeting, on partage le pain et les beignets avec eux. Une fois que j'ai remercié ça, je dois dire qu'il faut le comprendre. En réalité, il y a quelques journalistes, je crois, qui sont ici sur place, et je pense que personne ne me démentira. J'ai été poser des questions tout à l'heure là-dessus, mais on est très sincèrement la seule liste qui est capable de rassembler plusieurs centaines de personnes à Saint-Ouen dans une ville. Il y a M. Guérini qui est venu, je crois, faire un meeting, qui est quand même ministre. Je crois, on m'a dit qu'ils étaient 60 à se masser dans une salle associative, dont à peu près 80% n'étaient pas des gens de la circonscription. Bon. Et par ailleurs, j'ai pas vu, très franchement, on n'est pas très concurrencé dans cette campagne au niveau des tracts et des collages d'affiches. Donc ça montre que, au moins, à minimum, nous avons la force populaire et la force militante avec nous, et que finalement, c'est peut-être une image un peu différente de celle qui nous donne les sondages. Et à propos des sondages, je voudrais vous dire quand même de se méfier de ces trucs qui façonnent l'opinion publique. Moi, je crois que l'élection présidentielle, elle n'aurait pas été la même si quelques jours avant le premier tour de 2022, Jean-Luc Mélenchon, dans les sondages, avait été annoncé à 22% des voix, à quelques centaines de milliers de voix de Marine Le Pen. Parce que très sincèrement, je pense que peut-être que ça aurait motivé encore plus certaines personnes à aller voter. Selon les sondages, le mettait à 16-17%. Donc ça, les sondages, méfions-nous-en. Et notamment au niveau des européennes, où moi j'ai remarqué par expérience que ça avait, d'ailleurs pas forcément toujours dans le bon sens pour nous, il faut aussi l'admettre, mais ça c'était souvent déjoué par le résultat des urnes. Donc ça c'est une première leçon. Deuxièmement, pourquoi cette élection européenne est particulièrement importante? Je dis ça parce que, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas envie de faire langue de bois. L'élection européenne, pour notre courant politique, c'est une élection toujours très compliquée. Toujours très compliquée. Elle est toujours très compliquée parce que d'abord, notre électorat, l'électorat populaire, l'électorat jeune, c'est celui qui s'abstient le plus à des élections intermédiaires, et notamment les élections européennes. On va dire quelque part que ceux qui vont plus facilement voter, c'est ceux par exemple qui ne sont pas très critiques vis-à-vis de l'Union européenne actuelle, ce qui n'est pas notre cas. Bon. Et peut-être socialement des classes sociales qui, j'allais dire, ont plus l'habitude d'aller voter pour les leurs, et ce réflexe. Donc c'est une élection qui est difficile. Mais pourquoi celle-là, elle est spécialement importante? Parce que moi, ce que j'entends monter partout d'Europe, c'est la montée de l'extrême droite. Partout. Et ça rappelle quelque chose. Je n'ai pas peur des comparaisons. Il faut faire attention, je ne dis pas que les choses sont égales, mais quand même, ça rappelle un peu les années 30, quoi. Partout monte l'extrême droite, au point même. Et là aussi, c'est une des grandes leçons des années 30, où les représentants des possédants, aujourd'hui, songent à faire alliance avec eux. Là, il n'y a pas très longtemps, Madame Leiden, qui envisage d'être présidente du Parlement européen. Cette dame a dit très clairement qu'elle envisageait, de s'allier avec Madame Meloni, qui est une fasciste. Peut-être habillée, mais qui est une fasciste. Bon. De même, vous remarquerez que quand la Hongrie est passée aux mains de l'extrême droite, ou Madame Meloni en Italie, on en a quand même beaucoup parlé. Là, vous n'avez pas vu beaucoup parler de beaucoup de choses dans les journaux sur ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Qu'est-ce qui s'est passé aux Pays-Bas? L'extrême droite prend le pouvoir, gouverne sur une base raciste, alliée avec des amis, enfin en tout cas des partis partenaires des partis de la majorité présidentielle. Et ça n'a pas fait grand bruit. Donc quelque part, il y a des gens qui s'habituent à ça. Donc on est dans ce... Il y a la montée de l'extrême droite en termes de force. Mais ce qui est inquiétant, et c'est souvent ce qui prépare d'ailleurs le terrain de l'extrême droite, c'est qu'il y a aussi une montée de l'extrême droite au niveau des idées.
Et de ce point de vue-là, effectivement, ce que fait l'exécutif depuis quelques années est particulièrement inquiétant. Ils reprennent un à un des pans entiers du programme de Mme Le Pen. Alors que je vous rappelle que quand même, M. Macron s'était présenté comme le barrage démocratique face à Mme Le Pen. Là, il l'a oublié en nous calomniant à longueur de temps, enfin lui, ou du moins ses sbires. Mais il a fait appel à tous nos électeurs. Il a fait appel à Jean-Luc Mélenchon. Et là, il reprend des parties du programme de Mme Le Pen. C'est comme ça qu'on prépare l'extrême droite. Quel parti il reprend? Que ça soit sur la question de la répression, ça a été dit tout à l'heure par la camarade du NPA. On vit une situation absolument anormale en France en termes de répression et de sécuritaire. Tout le monde a le droit à la sécurité. La sécurité est un droit, c'est pas ça le problème. Mais la sécurité, ça peut pas être le contrôle social et la répression, tous azimuts, comme ils font. Ça a été vrai pendant les mouvements de Gilets jaunes, ça a été vrai pendant les mouvements de retraite. Bon, ce week-end, c'est peut-être passé inaperçu parce que c'est pas les sujets qui m'ont... Enfin, moi, je me suis mobilisé avec quelques personnes ici sur la mobilisation sur Green Doc. Qu'une manifestation pacifique se termine avec 59 gardes à vue et que le fait de mettre en garde à vue des gens devienne une habitude, c'est quelque chose de sidérant. Les gardes à vue, autrefois, c'était c'était une extrémité par rapport à des gens qu'on soupçonnait de manière forte d'avoir commis un délit, voire un crime. Maintenant, vous êtes manifestant, il y a un problème dans une manif, on vous ramasse, vous êtes mis en garde à vue 24, voire plus. C'est quand même incroyable. Et la veille, ça avait été rebelote pour 200 personnes qui avaient juste eu le malheur d'aller manifester contre Total, dont par ailleurs l'Assemblée Générale venait de décider l'augmentation des forages pétroliers, ce qui est totalement contraire à tous nos intérêts écologiques et même aux accords de Paris. Ils se sont massés à 400, ils ont manifesté, ils sont partis quasiment tous en garde à vue. Donc cette habitude de la répression qu'on connaît bien dans les quartiers. Parce que ce contrôle social, cette répression du mouvement social, elle sévit aussi de manière forte dans les quartiers depuis des années. Et c'est pas un hasard si par exemple, on sait que les études montrent que les contrôles d'identité, que vous soyez noir ou arabe, vous avez 20 fois plus de risques d'être contrôlé que si vous êtes blanc. Ça fait partie du même contrôle social. Ça fait partie du contrôle social de la classe des possédants par rapport aux classes populaires. Et tout ça, ça augmente. Tout ça, ça s'accroît. La loi sur l'immigration, c'est une loi évidemment raciste. Mais imaginez qu'ils aient repris à un moment donné ce qui fait la particularité du programme du Rassemblement national, c'est-à-dire la préférence nationale, qu'ils l'aient voté, qu'ils aient compté peut-être sur le Conseil constitutionnel pour effectivement ce qui a été fait, enlever ces parties de la loi, mais le fait même simplement qu'ils l'aient voté est quand même quelque chose de sidérant, et le reste de la loi est gravissime. Donc on voit bien que progressivement, ils reprennent des pans du programme. Et qu'est-ce qui se passe quand on reprend des pans du programme? Je suis sûr que beaucoup de gens ici se le disent. C'est que s'il y a un deuxième tour entre le Rassemblement national, Mme Le Pen, et un macroniste, ça va quand même être difficile cette fois-ci de dire venez voter pour nous au nom de la démocratie. Parce qu'ils auront repris justement ils auront banalisé l'extrême droite. Donc ces mesures, ce développement du racisme, ce développement sécuritaire, ce développement de la répression, c'est évidemment une des marques de cette élection, en tout cas c'est dans le paysage de cette élection. Et c'est bien pourquoi elle est effectivement importante pour mettre un coup d'arrêt, ou en tout cas préparer la suite. Au fond, finalement, là aussi c'est une comparaison dans les années 30, je crois que pour beaucoup de possédants, j'ai même cru voir que pas mal de chefs de grandes entreprises commençaient à trouver que finalement M. Bardella, c'était bien quoi. Alors vous me direz, c'est déjà le cas, puisque il y a quand même un chef d'entreprise, ça aussi c'est le fait nouveau de notre période, Bolloré, qui possède des médias lourds, nationaux, racistes, d'extrême droite, qui en gros disent dans ces médias, ce qu'il y a une trentaine d'années, on osait à peine dire dans des arrière-salles, sous peine d'être traité de nazi. Bon, maintenant, ça y est, c'est tranquille, c'est des débats, ça devient une pensée unique, normale. Comme ils disent, on n'a pas le droit de dire, est-ce qu'on a le droit de dire ce qu'on dit? Bah oui, ils ont le droit de le dire, ils n'arrêtent pas de le dire, de vomir du racisme. Bon, ça façonne aussi un pays. Quand vous avez des médias de ce type, quand vous avez d'autres médias qui appartiennent à une compagnie de transport qui a eu des cadeaux fiscaux à hauteur de 70 milliards par le gouvernement et qui manifestement, je parle de BFM et consorts, fait quelque part là la politique du gouvernement, bien sûr que ça façonne le pays. Voilà à quoi on a affaire. Et je le dis, je pense qu'ils ont fait le choix. Ils ont fait le choix vis-à-vis de nous. Ils préfèrent Hitler au Front populaire. C'est ça qui est la période. C'est ça qui est la période.
Vous savez, c'est ce qu'on disait dans les années 30. Ils préfèrent Hitler au Front Populaire à un moment donné, y compris de généraux français. C'est la période. Je ne dis pas que c'est exactement ce qui se passe, mais c'est l'ambiance qui est actuelle. Donc, c'est évidemment important. Et pourquoi c'est important? Parce que moi, je suis persuadé d'une chose. C'est que les prochaines élections nationales, il n'y a qu'une gauche de rupture qui est en capacité de l'emporter face à l'extrême droite. Il n'y a qu'une gauche qui porte un programme de combat qui est en capacité. Et cette élection européenne, elle ne doit pas enterrer quelque chose qui a été fondamental en 2022. C'est le fait que pour la première fois depuis très longtemps dans notre histoire, c'est la gauche de rupture qui était en tête de la gauche, avec le résultat de Jean-Luc Mélenchon, et qui après a permis que tout le reste de la gauche se rassemble pour un programme de rupture qui était celui de l'avenir en commun. Donc l'enjeu, c'est un des enjeux, il est que nous ayons, nous, la liste de l'Union populaire, l'élan le plus fort possible pour la suite, pour justement préparer un avenir où nous pourrons jouer à ce moment-là la question du pouvoir et des majorités dans ce pays. J'en suis absolument persuadé, c'est possible. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, pour tous ceux qui ici, je sais qu'ils sont nombreux, ont voté pour des listes NUPES, la seule liste qui en réalité s'appuie sur le programme de la NUPES, s'appuie sur le programme de l'avenir en commun. Il n'y a pas à se tromper, que ce soit sur la retraite, sur la retraite à 60 ans, que ce soit sur le fait de redonner plus de pouvoir aux travailleurs, que ce soit sur le service public, c'est le programme de l'avenir en commun. Nous n'avons pas dérogé à ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on pensait qu'on pouvait être ensemble à partir du moment où on respectait le programme de l'avenir en commun. C'est une des caractéristiques de cette liste. La deuxième chose aussi, c'est que je pense que nous sommes, pour ces raisons-là, finalement, la meilleure liste anti-Bardella et anti-Le Pen. Dans ce que nous avançons, parce que nous sommes le seul antidote possible par rapport à leur monde, nous sommes la liste qui est la plus efficace par rapport à l'extrême droite, dont évidemment la montée nous inquiète comme elle inquiète tout le monde. Mais encore une fois, le moins qu'on puisse dire, c'est que si vous regardez les médias, M. Bardella n'est pas traité de la même manière que Manon Aubry, par exemple, avec une espèce de courbette qui est bon ton maintenant d'avoir pris dans les médias mainstream, comme on dit, vis-à-vis des candidats d'extrême droite. Nous sommes aussi la liste, peut-être la seule, en tout cas avec autant de force et autant, j'allais dire, de constance à défendre le droit international et la paix. De là, le droit international et la paix, c'est évidemment la question de Gaza, la question de la Palestine. Je ne vais pas être très long là-dessus parce que je pense que Rima va arriver et qu'elle prolongera le discours. Mais je voudrais dire quand même quelque chose. Début février, j'étais à Rafah. J'étais à la frontière, à quelques centaines de mètres de là où ont lieu les bombardements ce week-end qui ont fait des massacres de plusieurs dizaines de personnes. Nous y étions avec une délégation de parlementaires que j'avais réunie. On était les seuls parlementaires nationaux à avoir été là. Et on est restés d'ailleurs les seuls à y avoir été pour obtenir le cessez-le-feu. Quand nous sommes arrivés là, très franchement, j'avais du mal à imaginer que quelques semaines plus tard, à quelques centaines de mètres, le feu, les bombes allaient s'abattre sur la population. Pourquoi ? Parce que quelle est la population de Rafah ? Quelles sont ces 1 500 000 personnes qui sont massées dans une entité qui normalement en supporte 200 000 ? Ce sont les gens à qui les Israéliens ont dit « partez de Gaza Nord, puis partez de Gaza Sud pour que nous puissions bombarder tranquillement le Hamas et aller vous réfugier à Rafah. » Ils ont été se réfugier à Rafah. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est eux qui sont bombardés maintenant. Quelle est la leçon de tout ça ? C'est que l'objectif de M. Netanyahou, c'est pas d'en finir avec le Hamas. C'est d'en finir avec les Palestiniens comme peuple pouvant posséder un territoire qui soit le prélude à un État. C'est ça l'objectif. Et c'est en ça qu'effectivement la Cour de justice internationale, pas France Insoumise, la Cour de justice internationale a ô combien raison de dire qu'il y a un risque génocidaire. Ça, c'était janvier. Maintenant, le risque, il est devenu réel. Parce qu'il s'agit bien pour M. Netanyahou, avec les colonisations en Cisjordanie, avec les expulsions des Palestiniens de Jérusalem-Est, avec le fait d'en finir quasiment physiquement avec toute la population de Gaza ou de les forcer à une deuxième Nakba en Égypte, c'est le fait d'en finir avec un peuple constitué qui peut faire nation. C'est donc bien un génocide. C'est de ça dont il est question et c'est à cela qu'aujourd'hui il faut s'opposer. C'est ça qu'il faut dénoncer. Et de ce point de vue-là, il est effectivement incroyable que cet après-midi, un député ait eu 15 jours d'exclusion de l'Assemblée nationale parce qu'il a osé brandir le drapeau palestinien. Incroyable. Je voudrais juste vous faire des comparaisons par rapport à ça. Il y a quelques mois de ça, quelques années même, le député d'extrême droite de Fournas a traité de manière raciste notre collègue Carlos Martin Bilongo. Il n'y a même pas eu de bureau extraordinaire comme cet après-midi en
en grande vitesse, on a expédié le cas de Sébastien Delogu. Ils ont attendu qu'il se défende. Il a eu certes 15 jours d'exclusion après, mais enfin bon, c'était un délit raciste carrément. Mais ils ont attendu. Un autre cas, par exemple. Monsieur Meyer Habib, représentant de Monsieur Netanyahou en France. Représentant de Monsieur Netanyahou en France. Il y a quelques mois de ça, je fais une question au gouvernement où je dis qu'il faut que les massacres et le génocide s'arrêtent. Qu'est-ce qu'il dit distinctement dans l'Assemblée, alors que la présidente de l'Assemblée était là? Il dit qu'il continue. Il le dit 2 fois. C'est même dans les comptes rendus. Est-ce que vous avez entendu la présidente de l'Assemblée expliquer que ça méritait des jours d'exclusion? C'est un appel au génocide. Donc on voit bien qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Et que ce qui s'est passé cet après-midi est effectivement un scandale. Oui, Sébastien, il a eu raison de brandir le drapeau palestinien, parce qu'à un moment donné, les mots ne suffisent pas. Le gouvernement ne peut pas se contenter d'en appeler au cessez-le-feu, de dire qu'il faut reconnaître l'État palestinien et ne rien faire. Il doit faire 3 choses. 1. Ne plus vendre des armes aux Israéliens. 2. Un boycott et des mesures économiques vis-à-vis d'Israël. Et 3. Reconnaître l'État palestinien. Si on ne fait pas ça, Benjamin Netanyahou va continuer. Et je vais vous dire quelque chose. Je pense que ce qu'est en train de faire Benjamin Netanyahou, c'est évidemment le malheur du peuple palestinien. C'est peut-être le malheur des autres peuples de la région. Vous avez vu qu'il y a un soldat égyptien qui s'est fait tuer là. Mais c'est aussi le malheur d'Israël. Les Israéliens n'ont pas intérêt à être un peuple qui colonise en permanence, qui mène la guerre à un autre peuple. Parce qu'eux-mêmes verront leur régime se transformer. Ça a toujours été le cas. L'apartheid, en Afrique du Sud, au bout d'un moment, le régime d'apartheid, c'est devenu un régime toujours plus antidémocratique. Donc ils n'ont pas intérêt à ça. Leur avenir ne peut pas être en guerre permanente par rapport à un peuple et les peuples de la région. Donc il faut en finir avec ça. Notre liste est celle qui le dit le plus fortement possible depuis le 7 octobre, a condamné le massacre du 7 octobre, mais dit qu'on ne peut pas commettre un génocide au prétexte des massacres du 7 octobre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans les caractéristiques aussi de notre liste, c'est évidemment la liste qui lutte contre le libre-échange. C'est important de dire ça parce que quel est le reproche que nous faisons à l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui? C'est d'opposer les peuples entre eux au final, c'est-à-dire d'avoir ouvert les marchés, aux marchandises, d'avoir ouvert aux finances un énorme marché, tout en ayant la possibilité comme ça de délocaliser à l'intérieur de l'Europe avec des fiscalités totalement différentes. C'est la délocalisation. Bien. Et donc nous refusons les accords de libre-échange et de l'Union internationale. C'est un impact très concret quand je dis ça. Je vais vous citer un exemple, c'est un exemple en Seine-Saint-Denis. C'est l'entreprise Emma France. Emma France, ils sont à Aulnay. Emma France, à Aulnay, qu'est-ce qui leur arrive? C'est une entreprise qui est sous-traitante à 80% de Stellantis. Vous savez, le PDG Tavares qui a décrété je ne sais plus, 36, 37, qu'importe, l'augmentation de sa vérifique fortune l'an dernier. Et pour faire accroître les bénéfices, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de délocaliser cette production de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà ce que c'est le libre-échange. Voilà ce que c'est le fait de laisser au marché le soin de savoir où ils vont aller exploiter les gens pour bénéficier de ce qu'ils appellent le moindre coût du travail, que nous appelons le prix du travail. Donc c'est évidemment quelque chose d'absolument fondamental. C'est aussi la liste de la désobéissance. Oui, nous revendiquons, nous assumons de désobéir aux choses qui sont mauvaises venant de Bruxelles. Et là, je vous donne un exemple. Il y a l'exemple des services publics, vous savez, l'ouverture à la concurrence. Mais là, il y a un exemple aujourd'hui qui a été d'actualité aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a une manifestation de cheminots à Paris, importante. Qu'est-ce que contestent les cheminots? Ils contestent un projet absolument dingue, qui est le fait qu'à la fin de l'année, on va dissoudre Fret SNCF, c'est-à-dire la seule entreprise publique de fret SNCF, enfin de transport de voie ferrée en France. Bon, c'est une histoire incroyable parce que tout le monde s'accorde pour dire quand même que si on veut une planification écologique, une transition écologique, va peut-être mieux un peu s'appuyer sur le train plutôt que sur tout camion. Donc il y a une entreprise qui vaille que vaille, continue un peu exister de service public. Eh bien, sous peine d'une amende très forte au nom de l'ouverture à la concurrence, ce que Bruxelles a décidé, et ce que nous avons accepté malheureusement, c'est à la fin de l'année de casser en deux cette entreprise, de la rendre au privé, et en même temps d'obliger cette entreprise à faire en sorte que 30% de leur marché soit privé. C'est un non-sens. Ça ne peut pas marcher, ça va être juste la fin, en réalité, du service public ferroviaire. Donc nous assumons sur beaucoup d'autres choses, mais cette question de la désobéissance, tout comme nous l'assumons sur également aussi, évidemment, les politiques d'austérité, dont vous connaissez aujourd'hui, et vous avez vu aujourd'hui, dans les mois à venir, ce qu'on nous prépare.
En gros, ce qu'on nous dit, voilà, c'est la croissance n'est pas au rendez-vous tel qu'on l'espérait, on leur avait tous dit. C'est les déficits sont plus importants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser les dépenses publiques. Alors, il se trouve qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Macron qui, par rapport au déficit de l'an dernier, a dit non, c'est pas un problème. Il n'est pas insoumis. Mais je vous assure que c'est ce qu'on dit depuis longtemps. C'est pas un problème de dépenses publiques qui augmentent, c'est un problème de recettes en moins. Parce que figurez-vous, sous Macron, on a fait 60 milliards de cadeaux fiscaux, fiscaux dont la plupart ont été aux plus riches. Donc le problème, c'est qu'ils vont tous nous faire payer les cadeaux qu'ils font aux plus riches. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Nous sommes la liste du monde du travail. Nous sommes la liste des salariés. Nous sommes la liste de ceux qui produisent des richesses. Et le monde qu'on veut nous imposer, y compris par des mesures d'extrême droite, c'est un monde qui favorise toujours plus les plus gros actionnaires. Jamais dans notre pays, les dividendes n'ont aussi été importantes alors que les salaires l'an dernier ont baissé en termes de pouvoir d'achat. C'est ce monde-là qu'ils veulent nous imposer. Donc la liste France Insoumise, la liste menée par Manon Bry, c'est la liste du monde du travail. C'est la liste de ceux qui n'ont que leur force de bras pour vivre par rapport à tous ceux, et c'est un vieux classique, qui en réalité utilisent leur rente pour s'enrichir et pour exploiter les autres. C'est évidemment aussi la liste de la transition écologique. Là, un dernier mot, quoi. C'est quand même sidérant. Dans les annonces de baisse de dépenses publiques qu'ils ont prévues par rapport au déficit, ils ont quand même raboté le budget du ministère de la Transition écologique de plus d'1 milliard. Alors qu'ils nous disent tous que c'est absolument la question fondamentale. Et évidemment que c'est la question fondamentale. Alors que, parmi même leurs économistes, ceux-ci expliquent qu'il faudrait 37 milliards de plus d'investissement, qu'il faudrait un grand plan d'investissement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous imposent des baisses de dépenses publiques, ils nous imposent la casse des services publics, ils nous imposent des politiques austéritaires. On voit bien que là aussi, non seulement leur politique est inefficace, mais qu'ils ne sont pas au rendez-vous de l'histoire et des nécessités. Voilà tout ce que défend notre liste. Donc c'est particulièrement important que ceux qui ont intérêt à ce qu'une liste comme la nôtre fasse le plus gros score possible se déplacent le 9 juin, aillent voter le 9 juin. Par rapport, moi je l'entends, je viens de faire pas mal de porte-à-porte, on a fait depuis des jours. Il y a des gens qui nous disent on va y aller, il y a des gens qui nous on réfléchit, il y a des gens qui nous disent on ne sait pas si on va aller. Il faut qu'ils aillent voter. Parce que les beaux quartiers, ils votent. Ils votent, les beaux quartiers. En masse, ils votent. Donc il faut que vous votiez pour la liste anticapitaliste, pour la liste antiraciste, pour la liste qui bat pour le droit international, pour la paix, pour la liste qui veut transformer réellement les choses et qui veut qu'il y ait un avenir dans ce pays et qui n'entend pas que l'extrême droite l'emporte. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà pourquoi, en tant que député, je soutiens la liste de Manon Bry. Et comme je crois que Rima Hassan est arrivée, eh bien c'est elle qui va conclure ce meeting. Merci.